Vous regardez trop YouTube, bonjour, c'est Diamond pour vous chroniquer la série de Disney, la série Star Wars The Mandalorian. Petit bilan alors que la première saison, en fait, c'est déjà terminé et que vous avez logiquement déjà vu Star Wars épisode 9 dans vos salles de cinéma. Ne me spoilez pas, moi c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets? On a Jon Favreau à la prod et à la plume, qui est principalement connu pour avoir son nom au générique de la plupart des films du Marvel Cinematic Universe. Et Pedro Pascal dans le rôle titre, que la plupart d'entre vous ont découvert dans Game of Thrones, où il avait connu une fin un petit peu dégueulasse si vous vous souvenez. Donc sur moi, The Mandalorian ça a particulièrement bien fonctionné, ça Tu me déconcentres. Ça a surtout bien fonctionné dans les 2 premiers épisodes. J'ai apprécié le pari osé et réussi, à mon sens, d'avoir comme personnage principal quelqu'un de taciturne, solitaire, donc le mec va pas parler souvent, et en plus masqué. Et il y a d'ailleurs très peu de mots qui sont prononcés dans ces 2 premiers épisodes. Dans le délire, ça m'a un peu rappelé La Forêt d'Émeraude. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un film qui date un petit peu, et le silence c'est peu commun dans ce genre de production, donc d'autant plus appréciable, et encore plus appréciable, alors déjà qu'il y ait des ratons laveurs qui passent derrière moi, mais les visuels sont encore plus superbes. Sur le pilote et sa suite immédiate, il y a vraiment une photographie magnifique, une fidélité à l'univers de Star Wars, qui confine parfois un petit peu au fanservice bas du front, sans jamais tout à fait tomber dedans. Est-ce qu'il y a des sabres laser? Ça va être dur d'en parler sans spoiler, donc on fera une petite partie à la fin pour aborder ce petit point épineux et laser. Du coup. Bon, parce qu'on est tous d'accord, toutes les productions Star Wars qui opposent des Jedi à des Sith tiennent davantage des films de KPDP que de la science-fiction, ou même du space opéra finalement. Par contre, dans The Mandalorian, on est clairement en présence d'un crypto-western, ce qui normalement devrait me déplaire. C'est vraiment pas un style cinématographique que j'affectionne, même les bons films du genre finalement me passent relativement à côté ou au-dessus. C'est selon. Mais l'esthétique, l'ambiance, le côté justement mercenaire, le fait que la plupart des décors soient vides aussi, finalement contribuent à cette ambiance de western qui, je trouve, est réussie, qui va parfaitement bien avec l'univers vétuste, sale et pourtant futuriste. Un futur vieillot et poussiéreux, je crois que c'était le Joueur du Grenier qui avait fait une comparaison un petit peu similaire pour décrire l'univers de Star Wars. Donc on est dans une série avec des mercenaires, des chasseurs de tête. J'ai vu une critique, sur Sens Critique justement, qui déplorait le fait que, comme d'habitude, les Mandaloriens, c'est forcément que des chasseurs de primes. Mandaloriens, c'est pas une race, c'est pas une planète, je crois. Enfin, il y a peut-être une planète Mandalore finalement. Mais les Mandaloriens, c'est pas des civils, c'est forcément toujours des combattants. Les hommes, les femmes, les enfants sont des futurs combattants. On ne naît pas Mandalorien, on le devient, on le mérite. Donc on peut pas reprocher à un Mandalorien d'être un mercenaire, ils sont tous mercenaires. C'est pas un clan, mais un rassemblement de clans, les Mandaloriens. Une tribu. Bon alors avec des contrats recherchés, morts ou vifs, c'est un petit peu toujours pareil, c'est encore une fois western. Ça veut dire que ça va impliquer potentiellement de la violence, mais on est chez Disney, donc il y a un peu une dichotomie. La violence, comme vous l'imaginez, elle n'est pas montrée explicitement, ça reste tout public. Elle n'est pas non plus occultée, finalement elle est suggérée, ce qui est plus malin, ce qui est moins cher aussi des fois. Mais le budget c'est pas tellement, on reparlera du budget de la série un petit peu plus tard, c'est pas tellement ça le problème. Du coup il y a une bonne dose d'action et une certaine noirceur qui se dégage de la plupart des épisodes. La faute à la plupart des personnages, qui sont des individus somme toute peu recommandables, à commencer par notre protagoniste, le personnage principal lui-même, est amené à faire des choix moraux, je n'en dis pas plus, dans quel sens il sera amené à trancher. Mais on en arrive à ce qui me déplaît le plus finalement dans cette série, à savoir l'absence quasi totale d'arc narratif, et ce jusqu'à l'épisode 7, dans une première saison qui compte 8 épisodes, je vous le rappelle. Alors la seule exception à cette règle, ce serait effectivement l'armure du Mandalorien qui est amenée à évoluer, j'en dis pas plus pour pas spoiler les gens, et en parlant de cette absence totale d'arc narratif, on en vient aux épisodes 5 et 6, qui m'ont un peu posé problème. J'avais eu un petit peu peur en voyant que c'était que des épisodes standalone dans les épisodes 3 et 4, même si les 2 premiers m'avaient accroché. Et c'est dans les épisodes 5 et 6 où je me suis dit, là c'est un petit peu en dessous. Alors c'est surtout scénaristiquement parlant que les épisodes 5 et 6 posent problème. Il y a même des trucs un petit peu gros, là c'est là que le fanservice devient des fois un petit peu grossier. Ça reste bien réalisé, mais c'est moins bien scénarisé. Et justement, c'est les seuls épisodes qui n'ont pas été écrits par Jon Favreau himself. Et je trouve ça dommage. Parce que du coup, on a plus l'impression de regarder des fillers de Naruto ou de One Piece qu'une série Star Wars. Alors que, je le répète, une 3e fois, la saison fait 8 épisodes, donc 2 épisodes de filler. Faites une saison de 6 épisodes si vous n'avez pas plus de choses à raconter. Il y a des trucs cool, je veux pas complètement détruire les épisodes. Mais bon, comme quoi, Jon Favreau, c'est peut-être, oui, un yes man à la solde du MCU,
mais c'est pas plus mal quand il est là. Alors même si la force est très peu présente dans la série, j'ai noté quand même quelques libertés par rapport à ça. Donc la force, anti-venin reconnu, ça referme même les blessures, c'est vraiment super pratique la force. Si vous avez le moindre problème de santé, moi je vous conseille ça, pour vous soigner, il n'y a pas mieux. Ah là, on n'est clairement pas dans l'homéopathie les copains. Mais par contre, on est plus dans le MMORPG, c'est-à-dire que là, en fait, on n'est plus dans Star Wars The Mandalorian, on est dans Star Wars The Old Republic. Je connais très bien, il y a des Jedi Healers, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? Mais bon, c'est un détail, c'est pas forcément très important. Voilà, ça participe au côté ta gueule, c'est la force, tout peut arriver. Et c'est vrai que les films nous ont un peu préparé, les films de la dernière trilogie nous ont préparé à ça, ils nous ont habitués à faire n'importe quoi avec la force en fait. Est-ce que la série devait partir dans cette direction aussi? Tu vois, même toi, ça t'énerve? Bah ouais, je sais. Alors sur le côté standalone, il y a bien un prétexte scénaristique qui vient justifier le fait que notre héros soit dans une perpétuelle fuite en avant. Tout ce qui commence dans un épisode sera résolu à la fin de cet épisode, généralement en 35 minutes environ. Et surtout, ça aura plus jamais d'impact sur le reste des épisodes, surtout les épisodes 5 et 6. Je sais pas s'il sera refait mention de ce qui se passe dans les épisodes 5 et 6. Alors des épisodes standalone, c'est pas toujours très grave. Dans Friends, il y avait par exemple un peu d'arc narratif, mais la plupart des épisodes pouvaient être regardés indépendamment. Je prends un exemple encore plus extrême, les Simpsons. Les Simpsons, il y a franchement, à part la mort de certains acteurs et du coup la mort de leurs personnages dans la série, il n'y a absolument aucun arc narratif. Par exemple, Maud meurt, mais sinon Bart ne grandit jamais. Les erreurs du passé, en fait, on s'en souvient presque jamais. Mais c'est pas important. Parce que c'est un cartoon rigolo avec des personnages à 4 doigts. Alors l'avantage que j'ai pu trouver, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de regarder les épisodes dans l'ordre, on peut les regarder indépendamment. Il y a quand même, par exemple, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans une série. Je sais que j'ai regardé les 2-3 premières saisons de Gotham. Même si ça s'avère être très très bien par la suite, je saurais pas me remettre dans l'arc narratif dans lequel je m'étais arrêté, à moins de me retaper au moins toute la saison 2, et ça, il en est hors de question, les copains. Bon, et puis les arcs narratifs, ça a aussi des défauts, le côté, le cliffhanger de la fin, ça c'est par exemple The Walking Dead qui en abuse énormément. C'est-à-dire que The Walking Dead, c'est, il se passe un truc de ouf à la fin, on attend la semaine d'après, il sera fait mention au début de l'épisode, après il va se passer 50 minutes de rien où on va récupérer des provisions quelque part. C'est pas pour faire une critique de The Walking Dead, mais vous m'avez compris, c'est un ventre mou de 50 minutes et 4 minutes de suspense, donc des fois les arcs narratifs, ça montre un peu ses limites. Mais là l'inconvénient c'est que ça me rappelle, ça retombe dans les travers d'une série que j'aurais pu bien aimer, Stargate SG1, et voilà, c'est le syndrome Stargate SG1 complètement. Un jour, une nouvelle mission, une nouvelle planète, des Goa'uld, bon bah là ce sera pas des Goa'uld, ce sera des Jawa, mais voilà, en gros, ce qui me dérange dans cette série. Alors, les fans de Stargate SG1, ne m'emmerdez pas, je sais que c'est surtout le cas pendant les premières saisons, et qu'après il y a des arcs narratifs qui se construisent, oui, mais enfin il faut 10 saisons quand même. Alors pour l'instant dans The Mandalorian, c'est pas trop un souci, c'est-à-dire que les scénaristes, même quand il y a des épisodes un peu en dessous, ils arrivent suffisamment à varier les situations, les personnages, les environnements, pour que ce soit quand même relativement rafraîchissant. Rafraîchissement, j'aime pas ce mot, d'ailleurs j'arrive pas à le dire, pour que ce soit dépaysant. Mais voilà, du coup je m'inquiète un peu pour l'avenir, étant donné que j'ai pas l'impression que ça va définitivement s'arrêter dans la saison 2, la fuite en avant, à la fois du scénario et du personnage principal. Ce qui participe aussi à ça, c'est que les réalisateurs changent eux aussi à chaque épisode. Pour être plus exact, ils s'échangent leur rôle avec le reste de l'équipe de production, de l'équipe de tournage. Genre le mec qui scénarise un épisode, l'épisode d'après il va réaliser, et vice versa. Et alors ce jeu de chaise musicale audiovisuelle, on va l'appeler comme ça, c'est peut-être amusant, ça peut peut-être révéler des talents, j'imagine que ça a plein d'utilité et que pour l'équipe c'est vachement cool de pouvoir bouger un petit peu sur tous les rôles d'une production, ça doit être intéressant pour le spectateur. Par exemple, Dave Filoni, si j'écorche pas son nom, j'aime beaucoup Dave Filoni le réalisateur, j'aime un peu moins Dave Filoni le scénariste. Après, c'est qu'un point de vue. Le budget global de la série il est plutôt conséquent, 100 millions, donc c'est pas les saisons finales de Game of Thrones, mais c'est pas mal. Mais ces millions, je les trouve un peu inégalement répartis. Vous allez me dire, dans The Walking Dead, c'est un petit peu la même chose. Vous comparez le pilote à certains effets spéciaux des dernières saisons, c'est pas la même chose. Mais dans l'épisode 6, ça m'a particulièrement gêné parce que les décors, même s'ils étaient fidèles à l'univers Star Wars et pas forcément mal pensés, je les trouvais un peu cheapos, et surtout les costumes, les maquillages, et ça m'a complètement sorti l'épisode personnellement. Mais donc voilà, des décors et des costumes qui sont un peu ratés dans un huis clos, il n'y a que ça, on voit que des intérieurs, il n'y a pas d'extérieur, il n'y avait même pas de scène de bataille spatiale, enfin presque pas. Du coup, si tu rates les intérieurs dans un huis clos, c'est con. Pour ce qui est des intrigues des autres épisodes, ils arrivent à remboîter ça dans l'épisode 7,
Ça se finit même par un cliffhanger, je revenais pas, je me disais on va devoir attendre quelque chose la semaine d'après. Moi je pensais que ça allait repartir sur une nouvelle histoire Osef et que ce serait la fin de la saison. Non, je suis un peu méchant, c'est pas Osef, mais vous m'avez compris. Et alors dans l'épisode 8, le personnage du Mandalorien était mystérieux, on apprend par exemple son nom. C'est vrai que bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir son nom? Mando, c'était cool, ça suffisait. On voit aussi son visage pour la première fois, alors pas la première fois dans la série, évidemment on l'avait déjà vu sa gueule dans Game of Thrones. On découvre aussi l'origine de son aversion, même son racisme contre les droïdes. Est-ce qu'il peut y avoir du racisme étant donné qu'un droïde, ce qui le satisfait, c'est de remplir sa programmation finalement, mais ils ont quand même une conscience, donc c'est vrai qu'il y a une problématique à développer. Je dirais pas que c'est tombé dans la grande métaphilosophie, mais c'était quand même là et ça a le mérite d'être là. Malheureusement, moi, ce final me laisse présager une nouvelle fuite en avant, donc poursuivi par un nouveau méchant, qu'on ne connaissait pas vraiment jusque-là. Méchant qui a 2-3 caractéristiques particulières, donc on va arriver au moment spoiler de la vidéo, même si je vais essayer de rester dans du spoil très léger, donc zappez les 30 prochaines secondes si vous voulez pas être spoilé du tout. Donc ce nouveau méchant, un Moff, le Moff Gideon, est-ce qu'il maîtrise la force? En tout cas, il brandit un sabre laser. On avait vu avec Finn qu'il n'y a pas besoin de maîtriser la force pour tenir un sabre laser. C'est vrai que physiquement, n'importe qui peut tenir un sabre laser, ceci dit. Mais c'est une arme légendaire, c'est l'arme que tient traditionnellement le chef unificateur de tous les clans des Mandaloriens, qui a aussi été brandi par Darth Maul, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais alors comment le Moff Gideon il est entré en possession de cette arme qu'on avait vu dans Star Wars Rebels? C'est vrai que là ça réimbrique aussi bien les différents éléments de la franchise qui restent encore canon. Donc du bon gros fanservice en guise de cliffhanger. Moi j'aime plutôt bien finalement. Ça faisait un petit peu la fin de Solo où ah regarde à la fin il y a Darth Maul, bon ok, mais finalement on s'en fout, on fera pas de 2. Mais là il y aura un 2, en tout cas il y aura une saison 2 étant donné que la phase de pré-production, principalement l'écriture, touche déjà à sa fin. Jon Favreau a à peu près écrit toute la saison 2. Je vous mettrai la date de sortie en post-production, moi sur le coup, si elle est disponible évidemment au moment où je fais le montage. Si quoi que ce soit que j'ai pu dire dans cette vidéo fait un peu résonner quelque chose en vous, je vous conseille quand même vraiment la série, malgré le ventre mou de milieu de saison. Et encore, qui n'est pas honteux. J'exagère un peu en disant que c'est des fillers de One Piece et Naruto. Et voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous, mettez la cloche, écoutez de la Soviet Wave. C'était Daimon.